organiser la soirée en deux temps. Une première partie, ce sera plutôt un état des lieux de ce sujet qui est assez sensible et souvent source de tension. Donc on va essayer de se demander pourquoi ce sujet est si sensible. Et dans un deuxième temps, sur la base des propositions de la note, essayer de voir comment justement on peut trouver un nouveau terrain d'entente pour pouvoir sortir un peu de ces tensions. Donc, pour ce faire, on a donc trois personnes avec nous. Je vais peut-être les laisser se présenter très rapidement pour commencer. Donc Claude Font. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Claude Font, donc je suis éleveur en Auvergne, en Haute-Loire. Et je suis secrétaire général adjoint de la Fédération nationale ovine et en charge du dossier donc prédation et tout particulièrement celui du loup. Donc je participe à tous les travaux au niveau prédation à l'invitation des ministères. Donc je suis Jean-Jacques Fresco, je suis journaliste et j'ai eu la grande chance de participer, d'animer ce groupe de travail qui a produit la note dont on va parler ce soir. Et moi je suis Jean-Michel Bertrand, je suis réalisateur et j'ai fait un film qui s'appelle La Vallée des Loups et dont le but était justement de raconter le chemin à parcourir, si j'ose dire, pour réussir à croiser l'intimité du loup sauvage en France, dans les Alpes, dans son milieu naturel. Très bien, alors comme je l'indiquais tout à l'heure, on va peut-être commencer par poser un peu un état des lieux dans cette première partie de la situation, de ce dossier sensible. Nos grands témoins vont prendre la parole pour lancer un peu le sujet. Dans un deuxième temps, très rapidement même, on vous demandera à vous de donner votre avis. Alors peut-être Jean-Jacques Fresco, on va peut-être commencer par vous, puisque c'est vous qui avez piloté ce groupe de travail et vous avez pris soin dans cette note de poser justement cet état des lieux. Donc j'ai envie de vous demander quel est le constat un peu que vous faites aujourd'hui sur ce sujet du loup. Je vais essayer de faire très court pour avoir du temps pour les échanges. Le constat qu'on fait sur ce dossier du loup, c'est, alors, juste pour cadrer, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'il y a beaucoup de spécialistes ici. Le loup disparaît autour des années 30, 1930, de France, et il est traqué et l'État dépense de l'argent pour l'éradiquer. Il disparaît du territoire français. Il revient à la fin du XXe siècle, en 1992. On constate que 2 loups sont dans le Mercantour. Et entre-temps, d'espèces jugées nuisibles et traquées, il est devenu une espèce très protégée. Alors, pour une raison presque anecdotique, c'est qu'en 1979, donc en l'absence de loups en France, la France négocie et ratifie la Convention de Berne qui organise la protection des espèces menacées sur le territoire en Europe. À ce moment-là, il n'y a pas de loup en France. Et donc, la France n'émet aucune réserve d'interprétation au moment de la négociation. Elle porte ses efforts sur d'autres points, parce qu'il faut faire plaisir aux chasseurs, parce qu'il faut, etc. D'autres États de l'Union européenne, partis à la Convention de Berne, mais qui, eux, sont confrontés au problème du loup, c'est le cas de l'Espagne, prévoient des réserves d'interprétation, des dérogations, etc., au moment de la négociation de la Convention de Berne. Et donc, quand il revient en 92, le loup se retrouve super protégé, un peu à l'insu du plein gré de tout le monde. Voilà. Du coup, ce retour dans cette situation nouvelle prend un peu tout le monde de court. Et comme on ne sait pas trop quoi en dire, on n'en dit rien. Et la gestion du retour du loup est marquée par un premier grand déficit, qui est un déficit de transparence. Quand le loup arrive, on est un peu tétanisé, l'État préfère ne pas en parler, du coup s'instaure un peu partout parmi les parties prenantes l'idée d'une sorte d'omerta, d'une sorte de volonté de dissimuler la réalité, et s'instaure dès lors une circulation de ce qu'on a appelé dans la note des fake news, même si le terme est plus récent que leur apparition, et s'installe
alors, une circulation de nouvelles non vérifiées, non recoupées, parfois parfaitement fantaisistes. Il y a des tas. Si vous allez dans certaines vallées alpines, vous rencontrerez forcément quelqu'un qui a vu l'enclos dans lequel les loups étaient parqués avant d'être relâchés. Forcément, vous en rencontrerez un. Et si vous lui demandez, mais où il était, etc., oui, il vous dira que non, en fait, c'est pas lui, c'est son beau-frère, ou bien le copain du beau-frère. Enfin bref. En tout cas, il y a une circulation de part et d'autre. Et dans les deux sens, il y a une tentation d'écrire des récits alternatifs, des vérités alternatives sur la situation du loup. Donc, premier point, déficit de transparence. Deuxième point, un déficit de gestion politique, parce que, un peu dans le cadre juridique qui est celui de la Convention de Berne et de ce qui en découle, c'est-à-dire la directive Habitat von Flore, etc., eh ben, on est contraint, ou on se contraint, il faut voir, à une gestion dérogatoire du sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tirer, notamment, de réguler une espèce protégée, mais comme elle occasionne des dégâts à l'agriculture, à l'élevage, alors on lève le doigt et on dit est-ce que par dérogation on pourrait quand même en éliminer quelques-uns, ça nous rendrait bien service. Mais c'est une gestion purement défensive et dérogatoire. Et puis un troisième déficit qui est un déficit de connaissance. En fait, le loup on en parle beaucoup, on ne sait pas grand-chose. Pour plusieurs raisons qu'on a identifiées. Une première, c'est qu'on manque en France de travaux sur l'éthologie du loup, sûrement pour une raison simple, c'est que comme pendant l'ancien quinquennat, il n'y avait pas de terrain de recherche. Et donc, on ne s'est pas préoccupé en France de faire des recherches sur l'éthologie du loup. On en est contraint aujourd'hui à importer de l'éthologie développée ailleurs, aux États-Unis notamment, au Canada, dans d'autres pays européens, en tout cas sur des territoires où les conditions de présence du loup sont différentes et où donc on peut penser que les comportements du loup sont aussi différents. L'autre point qu'on a relevé, c'est que la recherche publique en France fonctionne un peu en silo. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est très calé sur la biologie du loup, la dynamique de l'espèce, etc. Mais quand on lui parle de moutons, là il dit ah ben non, ça c'est pas de ma juridiction, les moutons je connais pas, sur mon écusson là il y a marqué faune sauvage, Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les moutons c'est pas mon truc, voyez à l'INRA. Et à l'INRA effectivement ils sont très calés sur le mouton, le troupeau, l'élevage, etc. Mais ils disent ah ben non, le loup c'est pas de l'agriculture, donc moi c'est recherche agronomique, hein, voilà. Et les uns et les autres disent et sont conscients du fait qu'il y a un trou dans la raquette sur les recherches portant sur l'interaction l'interface entre les deux espèces. Et de ces déficits, de ces trois déficits, en découle un quatrième, qui est évidemment le plus grave, qui est un déficit d'efficacité et de pertinence dans la gestion du dossier, et qui en arrive à un point où non seulement la gestion telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne fait pas baisser la conflictualité du dossier, au contraire, on constate qu'elle l'aggrave, et un des premiers objectifs de notre groupe, ça a été d'essayer de trouver les façons de faire baisser la conflictualité de ce dossier. Donc le groupe de travail s'est accordé pour dire qu'il y avait quand même un certain nombre de manques, hein, si je résume, des manques sur les connaissances, des manques de transparence, des manques d'efficacité dans la gestion du dossier. Monsieur Bertrand, vous qui êtes un observateur sur le terrain de ce sujet-là, de cet animal, comment vous sentez évoluer ce dossier du loup et comment est-ce que vous expliquez qu'il soit aussi source de tension? Ben moi, je trouve qu'on est je le dis toujours, hein, je ne suis pas le seul à le dire, c'est vrai que quand on s'intéresse au loup, on découvre l'humain avec ses excès, ses délires, ses fantasmes, etc. Et je trouve que le dossier a été géré de façon complètement surréaliste, avec des politiques qui n'ont pas du tout assumé, justement, comme vous le disiez, ce retour du loup à l'époque.
Le fait aussi d'un travail de lobbying de la part des éleveurs et de certaines associations peut-être qui se sont affrontées sur le thème du loup. Et donc on a géré ça de façon hors sol. Alors que pour moi, le loup doit être géré de façon tout à fait concrète et terre à terre, c'est-à-dire on a un prédateur qui arrive sur un territoire d'où il avait disparu depuis 70 ans et il faut faire en sorte que le loup n'attaque pas les brebis parce que finalement le but, c'est pas de dire qu'on est pour ou contre le loup. C'est n'importe quoi de dire je suis pour ou contre le loup. C'est comme si je dis je suis pour ou contre être malade, ou la grêle, ou l'orage, ou l'hiver parce que j'ai froid. En fait, le loup est un problème et il faut le prendre de front. Et je pense qu'il y a eu une frustration qui est venue de la part des éleveurs parce qu'au début, ben, on les a un peu, on a un peu caché des choses, on s'est avancé un peu masqué. Et je pense que si dès le départ, les éleveurs avaient pu assumer le fait de défendre simplement leurs troupeaux, ça aurait aidé. Alors aujourd'hui, on rentre dans des rapports de lobbying et ça devient hyper compliqué. Et tout ça fait monter une espèce de mayonnaise malsaine parce que la plupart des éleveurs que je rencontre, moi j'en ai dans ma famille, des bergers, des éleveurs, c'est des gens qui sont de bonne foi et qui essaient de trouver une solution et de chercher finalement comment essayer de se parer d'un grand prédateur. Ça existe dans d'autres pays. Moi j'ai passé, je disais tout à l'heure, on en discutait 1 an et demi en Mongolie avec les nomades mongols. Je peux vous dire qu'il n'y a pas tous ces débats. Les nomades mongols, ils se défendent du loup de façon primaire et instinctive en réagissant directement aux attaques. Et du coup, le loup sait qu'il faut se méfier des troupeaux. Est-ce que vous sentez évoluer la situation? Il n'y a pas une forme d'acculturation quand même, de prise de conscience des uns et des autres du sujet? Je trouve qu'on est dans des postures qui me dérangent énormément. Et par exemple, et je le dis devant un éleveur, il y a un truc qui me gêne, je dois le dire, c'est la com de toutes parts. Et la com aujourd'hui qui parle de la détresse des éleveurs, et je ne dis pas ça du tout pour attaquer, mais je crois que la sémantique est vachement importante. Et aujourd'hui, même notre ministre, Nicolas Hulot, a parlé de la détresse des éleveurs. Et je pense que on pourra en discuter, c'est bien, on est là pour le débat. Moi, je suis vraiment là pour débattre et j'ai un respect pour ce métier, évidemment. Mais je pense que la sémantique est très importante et qu'aujourd'hui, des gens qui sont accompagnés, qu'on essaie d'aider, avec qui on se pose des tas de questions pour essayer d'avancer, pour moi, ce n'est pas la détresse. C'est simplement qu'ils sont, pour parler français, emmerdés par cet animal qui est arrivé, très embêtés, ça change la donne, ça change la façon de travailler. Mais la détresse, c'est peut-être des gens, quand on parle de migrants, quand on parle de graves maladies, quand on parle de quelqu'un. Et je crois que la sémantique est très importante. Et aujourd'hui, pour moi, ce mot détresse, je suis vraiment désolé, mais fait partie d'une sémantique qui bloque tout. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aider les éleveurs à se dépatouiller de ce problème, mais je trouve que ce terme est trop excessif. Voilà, ça c'est mon avis, en sachant quand même, quand j'ai vu justement les nomades mongols qui pouvaient partir, perdre la moitié de leur troupeau à cause d'un mauvais hiver, ou justement avoir affaire aux grands prédateurs, et qui ne sont absolument pas aidés. Ben, ces gens-là ont une espèce de... voilà, ils font face. Alors que chez nous, j'ai l'impression qu'il y a une instrumentalisation des problèmes liés au loup. Et du coup, ça bloque de l'autre côté et on n'avance pas. Alors que le but, finalement, il est lequel? Ben, c'est d'avoir moins d'attaques. Et pour avoir moins d'attaques, ben, il faudrait peut-être tout simplement, pouvoir tirer sur les loups qui attaquent directement. On y viendra tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors, voilà, il y a tout un problème culturel très lourd, je trouve. Alors justement, Claude Font, la note le dit très bien, dans tout ce débat, ceux qui sont vraiment au contact avec le loup, c'est surtout les éleveurs et c'est eux qui vivent cette réalité-là. Alors, est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui le dialogue est possible sur ces sujets-là ou c'est encore très très compliqué? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites là. Je reviens un petit peu sur l'historique. C'est vrai que le dossier il a mal démarré dès 92. Et ça se sent encore aujourd'hui, je veux dire. Bon, là, ce soir, on n'est pas là pour
rentrer dans une polémique sur le retour naturel ou pas du loup. Je veux dire, nous, on part d'un constat. Le constat des attaques, le constat de l'accroissement des attaques, du nombre de victimes, etc. Pour revenir à la détresse des éleveurs, je suis désolé. Enfin, il y a une véritable détresse des éleveurs. On parle de 92. Il y a des éleveurs qui ont 25 ans de prédation derrière eux. Je veux dire, n'importe quel métier que l'on fasse, agresser, allez, tous les mois, toutes les semaines ou tous les ans, dans son travail, dans sa vie d'homme, dans sa vie de famille, avec des conséquences techniques, des conséquences économiques, des conséquences psychologiques au niveau des éleveurs. Je veux dire, la MSA, Dromardèche, elle n'a pas mis en place des soutiens psychologiques aux éleveurs prédatés comme ça, je veux dire. Moi, j'ose dire qu'il y a des éleveurs qui sont prédatés et qui sont en grande détresse, en grande désespérance dans leur vie de travail, dans leur vie d'homme, dans leur vie de tous les jours. Voilà. Donc il n'y a pas de mesure de la détresse. Il y a toujours plus malade que soi, hein, je veux dire. Voilà. Mais il y a vraiment une désespérance des éleveurs qui, au jour le jour, d'année en année, se font prédater, et ce, depuis 25 ans. Et c'est vrai que le dossier, il a mal commencé, et il va toujours pas bien. Il va toujours pas bien. Le constat qui nous rassemble, qui peut nous rassembler aujourd'hui, c'est que le nombre des attaques et le nombre des victimes, elles ne baissent pas. Il n'y a pas les pro-loups ou les anti-loups. Nous, à la Fédération nationale ovine, on ne va pas dire qu'on est pour l'éradication du loup. On n'emploie jamais ce terme. Le nombre de prélèvements, pour entrer dans le concret, moi je ne parle jamais de quotas de prélèvements. Je veux dire, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif pour les éleveurs, c'est affiché, parce qu'on reste un syndicat, c'est affiché 0 attaque. C'est-à-dire, le point commun avec la note et avec la réflexion du groupe, etc., c'est d'aller vers le 0 attaque, vers une baisse de la pression de prédation. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose, je l'avais dit à la secrétaire d'État avant l'ancien gouvernement, Barbara Pompili, lors d'une réunion, c'est-à-dire le plan loup, le dernier, il avait 2 objectifs. Le maintien du loup, avec le bon accroissement. On ne revient pas sur le statut du loup, hein, je veux dire, c'est plus compliqué que ça. Et le deuxième objectif, c'est la préservation de l'élevage et de la défense de l'élevage. Je lui avais dit, vous avez réussi votre point 1, mais vous avez échoué le point 2. Le constat, il est quoi ? Croissance des attaques, croissance des victimes, croissance des zones de présence permanente, croissance du nombre de loups. Je veux dire, on ne peut pas vivre avec ça toute sa vie d'homme et sa vie de travail. Voilà. Il y a des éleveurs qui vivent la prédation, qui se considèrent victimes de la prédation, et il y en a d'autres qui veulent le retour du loup ou l'extension du loup n'importe où sur le territoire. Nous, on dit OK, mais pas sur le dos des éleveurs, sur le dos des brebis, sur le dos des élevages. Bon, alors on le voit hein, tout de suite dès le début de ce sujet, c'est un sujet sensible parce qu'il y a des personnes humaines derrière. Je retiens déjà pour montrer l'exemple un premier point de consensus qui serait d'avoir l'objectif de 0 attaque. Peut-être que c'est une première piste. C'est optimiste, c'est un objectif déjà. Maintenant, on va vous demander à vous de contribuer, de donner votre avis sur ce constat de la situation. Pourquoi est-ce que c'est un sujet si sensible et vous voulez rajouter une ? Je peux rajouter quelque chose, je m'excuse, on va faire un dialogue. Je ne suis pas fait pour les discours en plus, mais on nous met toujours, j'allais dire par les dents, les subventions, les indemnisations. C'est horrible. C'est horrible. Je veux dire, pareil, dans n'importe quel travail, vous êtes agressé dans votre travail, vous rentrez le matin, votre bureau est saccagé, vous êtes subventionné, vous êtes assuré. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un éleveur, il s'occupe de ses brebis, il fait naître ses agneaux, etc. Il les vend, bien sûr, c'est un objectif économique. Je veux dire, il faut bien que je fasse comprendre ça. Cette agression que peut ressentir un éleveur qui est prédaté, et après on lui met par les dents, vous êtes subventionné, taisez-vous. Déjà, c'est 80%, il reste 20% à la charge des éleveurs. Voilà,
c'est dans la note, ça. L'État, excusez-moi, c'est un mauvais payeur. Les éleveurs font l'avance de trésorerie pour les chiens patous, les clôtures, à la limite, c'est pas des grosses sommes. Et pour les aides bergers, la main-d'œuvre, il faut payer le salarié à la fin du mois, il faut pas être payé par l'État un an après. Voilà. Donc, je veux dire, ça a des conséquences dans la vie de tous les jours. Il faut bien se rendre compte de la réalité et lire des fois entre les lignes, parce que y en a qui nous disent la prédation et il y en a d'autres qui ne la disent pas. Je crois que le constat est posé. Alors, je vais vous demander à vous si vous partagez ce constat, cet état des lieux qui a été fait sur les manques un peu originels de ce débat. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer à réagir. Là, j'ai déjà au moins 2 mains qui se lèvent. Merci. Bonjour. Je voudrais poser la question. Alors, c'est par rapport effectivement à la manière dont la présence et la prédation et la cohabitation avec la prédation du loup. Zéro attaque, je veux dire, c'est zéro loup. Il y aura toujours des attaques. Mais bien sûr que si, je veux dire, il y en aura forcément. Je ne sais pas s'il y a un endroit où il y a de l'élevage et du pastoralisme et des loups où il y a zéro attaque, y compris dans des pays qui ont toujours continué à vivre avec des loups. Ça n'existera jamais. Si vous demandez zéro attaque, on sait que ça n'existera jamais. D'autre part, des animaux en pâturage, je veux dire, il y a des pertes tous les ans. Si je me rappelle bien du chiffre, c'est du style 500 000 bêtes par an qui sont perdues, que ce soit par la faute des orages, les accidents, les maladies. Je veux dire, quand il y a un animal qui tombe malade, il ne va pas être soigné, etc. Donc, pourquoi, s'il y a une telle différence, je veux dire, il y a une telle fixation sur le fait qu'il est tolérable de perdre des bêtes par maladie, par accident, par chute, par toutes sortes de choses, et que c'est intolérable quand c'est le loup. Cela dit, j'entends très bien que ça change la façon de travailler des éleveurs et que ça représente quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place, et que là, bon, de toute évidence, il y a eu un déficit d'accompagnement et de façon de penser là-dessus. C'est indépendant. Là, c'est vraiment sur cette histoire des zéro loup et pourquoi la mort d'une brebis par un loup est plus importante que la mort d'une autre manière, alors que c'est la majorité des brebis qui meurent prématurément autrement. Alors, je ne sais pas, je vais évidemment te laisser la parole, parce que c'est directement posé, mais pour aller un petit peu dans ce que ça m'évoque, quelque part, cette question, c'est justement ce côté psychologique. Et je pense qu'il y a vraiment un côté culturel. Moi, j'ai toujours vécu dans cette vallée du Champsaur, dans les Hautes-Alpes, et mon père était assureur. Et mon père, toute mon enfance, il y avait zéro loup à l'époque, parlait des problèmes des chiens à la mode des huskies, justement, où il y avait 2 huskies qui avaient fait sauter 200 brebis. Enfin, voilà. Il y a eu des problèmes avec les chiens. À l'époque, il y en a moins aujourd'hui, justement parce que les troupeaux sont surveillés par les chiens de protection. C'est une réalité. Mais moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on aura avancé sur ce dossier le jour où l'éleveur percevra la perte de brebis. Alors évidemment, il y a du travail, parce que pour le même moment, avec ces chiens qu'on vend par des marchands de chiens qui ne sont pas sélectionnés, parce qu'il y a tout un business là-dessus aussi, qui fait que les éleveurs sont bien désemparés, parce qu'ils se font avoir, parce que c'est subventionné, et finalement, ce n'est pas efficace. Donc on pourra reparler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un husky fait sauter 200 brebis, on ne voit jamais la détresse, justement la fameuse détresse. Et c'est là que, quand je parlais de détresse, c'était ça. Quand il y a la foudre, par exemple, il y a eu le problème il y a 2 ans à Valouise. À Valouise, je ne sais pas si tu as été au courant, la foudre, il y a 200 brebis, 240 qui ont sauté. Il n'y avait aucun média local, il n'y avait aucun syndicat pour parler de la détresse du berger à ce moment-là. Et c'est là que le jour où le loup deviendra un problème parmi d'autres, parce que c'est un problème, je trouve qu'on aura avancé et on essaiera de lutter contre le loup de façon rationnelle. Alors qu'aujourd'hui, on a 200 brebis, comme vous le disiez, tuées par la foudre, pas de détresse, alors qu'elle y est évidemment chez l'éleveur et chez le berger. Mais il n'y a personne pour la relayer. Et puis quand c'est le loup, quand c'est 3 brebis ou quand c'est 60, là, il y a toujours quelqu'un. Et c'est là que je trouve qu'il y a une forme d'instrumentalisation qui est malsaine.
non pas pour baisser, si tu veux, l'impact, mais au contraire pour le mettre à un juste niveau. Je suis désolé d'avoir, mais c'est vrai que par rapport à mon père assureur et tout, et je dois dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, oui, les chiens errants, effectivement aujourd'hui, les chiens errants ont moins d'impact du fait de la protection des troupeaux. C'est plus facile de contrer les chiens que les loups. Alors, le coût des chiens errants, on nous le fait à chaque fois. Le coût des pertes de brebis, oui. Moi, je suis éleveur, je perds des brebis, j'appelle l'équarrissage, ils les enlèvent, j'ai un taux de perte de brebis. Voilà. Ça, d'accord. N'importe quel éleveur, s'il ne vous dit pas ça, il ne vous dit pas la vérité. Par contre, est-ce que de mettre en avant le taux de perte entre guillemets naturel dû aux maladies ou aux accidents, etc., fait que l'on ne s'occupe pas du taux de perte de la prédation? À mon avis, non. C'est comme si chez les gens, vous occupez des accidentés de la route, mais pas d'autre chose. Voilà, au niveau de la mortalité. On peut mélanger tous les sujets, hein, je veux dire, c'est pas un souci, mais pour moi, c'est pas valable. Après, les chiens errants, c'est une problématique. Les chiens errants, c'est une vraie problématique. Nous, on pousse l'ONCFS quand on les appelle, qui nous disent chien errant ou loup. Croyez bien que loup non exclu, ça ne nous va pas. Je veux dire, le doute profite à l'éleveur. Suspicion supplémentaire pour les éleveurs. Alors, c'est du loup ou c'est du chien? Par contre, l'indemnisation, elle n'est pas la même. Le chien errant, c'est les assurances. Loup, c'est le protocole loup. Après, je veux dire, par contre, ça pas, et le classement entre loup et chien errant, ça n'a pas les mêmes conséquences au niveau des départements, au niveau des zonages, etc. Je veux dire, donc, oui, il y a de la perte dans les élevages. Est-ce que le taux de perte dans les élevages fait qu'on ne s'occupe pas du taux de perte de loup? Non, on n'est pas d'accord là-dessus. Alors on avait d'autres mains qui s'étaient levées. On va peut-être essayer de prendre 2 ou 3 interventions pour vous laisser d'autant plus la parole. Il y avait le monsieur tout à l'heure qui avait levé la main là. Oui, bonjour. Aujourd'hui, il a été, je pense, prouvé que les tirs de loup sont inefficaces. Il y a eu de plus en plus de tirs de loup et de plus en plus d'attaques. Donc, ce n'est pas les tirs de loup qui vont régler le problème, c'est bien l'amélioration des moyens de protection. Et je voudrais être sûr que tous les éleveurs ovins sont persuadés que la cohabitation sera possible s'ils mettent en place ces moyens de protection et s'ils agissent pour essayer d'améliorer ces moyens en permanence par des recherches, par des équipes qui sont spécialisées sur des diagnostics en disant il y a eu une attaque sur tel troupeau, c'est parce qu'il y avait tel moyen qui manquait sur ce troupeau, plutôt que de dire il y a eu une attaque sur ce troupeau, donc il faut que le préfet ordonne un tir. Parce que de toute manière, on tournera en rond. C'est pas le fait d'avoir des tirs qui va régler le problème et améliorer la cohabitation et réduire le nombre d'attaques. Bon, on va prendre 2 ou 3 interventions. On détaillera plus tard les solutions, les propositions de solutions, notamment la question des tirs. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le constat de l'état des lieux du problème? Oui, alors sur l'état des lieux, moi je pensais que d'une part, il y a 2 choses qu'il faut éviter de penser. D'une part, que le loup peut être éliminé. Il est là. Même si s'il y a des tirs et des tirs et des tirs, plus on tirera, plus il se dispersera, il n'y a pas de problème. Il a une niche écologique toute prête et il va l'occuper. Bon. Donc le problème, c'est qu'il faut faire avec le loup. Bon. Faire avec le loup, mais ça ne veut pas dire non plus que la coexistence sera pacifique, hein. Parce que le loup, il continuera à attaquer, et il est très malin, et il arrivera toujours à trouver les failles dans les dispositifs. Donc je pense que c'est à partir de là qu'il faut réfléchir, à savoir que ça ne va pas être facile, et simplement, il faut essayer de prendre les choses intelligemment, et si les pro-loup et anti-loup passent leur temps à s'engueuler, ils ne pourront pas prendre les choses intelligemment. Voilà. Alors bon, autre petite remarque que je voulais faire sur la question des recherches qui manquent sur l'élevage, c'est très simple. Par exemple, il y a eu une recherche qui s'appelait PPP,
programme Proie Prédateur dans le Mercantour. L'une des exigences même du conseil scientifique du Mercantour, c'était occupez-vous des proies, mais occupez-vous aussi de ce qui est fait sur les troupeaux. L'ONCFS n'a jamais voulu. Voilà. Et il n'y avait personne de l'INRA pour venir travailler. On peut préciser que celui qui dit ça est un expert de la question parce que le conseil scientifique du Mercantour, tu le présidais. Je le présidais à l'époque, oui. Alors, moi, je préciserais que la note fait mention justement de ce fait qu'on ne peut pas éradiquer le loup, que de toute façon, techniquement, ça ne serait pas possible et que de toute façon, il avait effectivement sa niche écologique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions tout de suite Oui, tout au fond. Oui, bonjour, bonsoir. Un petit mot sur le constat, pourquoi c'est difficile, et je trouve que le début du débat m'amène à dire ça. Je trouve que souvent, sur ces sujets complexes, il y a souvent un procès en insincérité qui est fait. Je trouve que quand on dit qu'à l'éleveur, c'est psychologique, ou que quand il veut réclamer plus d'indemnisation, c'est parce que derrière, il vise autre chose, ou que finalement, les dégâts liés au loup, pourquoi ils seraient plus insupportables que ceux liés à de la foudre, etc., si on acceptait au départ que les gens sont sincères. Et si c'était vrai, que c'est plus insupportable une agression liée au loup, plutôt qu'à la foudre. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, de même que chez les amoureux inconditionnels du loup, peut-être qu'aussi le temps évoluant, les solutions évoluant, etc., il y a peut-être l'idée de dire peut-être qu'on peut réguler, enfin j'en sais rien, mais je trouve que souvent, moi, pour travailler un peu sur ces questions-là, le point de départ, c'est que si on fait des procès en insincérité, alors c'est mal parti pour ensuite essayer de cheminer ensemble pour trouver des solutions moins conflictuelles et plus intelligentes. Moi, ce n'est pas un procès en insincérité du tout. C'est un procès en instrumentalisation, surtout. Par exemple, quand on parle de PPP, d'études sur le travail de l'ONCFS, entre autres, sur le travail prédateur-proie, chez nous, dans les Hautes-Alpes, oui, c'est un travail donc pour étudier, pour marquer des loups avec un collier GPS, pour voir leur fonctionnement, et pour savoir donc l'impact et la façon de fonctionner sur leur territoire par rapport aux proies, et aussi forcément évidemment par rapport aux troupeaux, parce que les troupeaux sont sur le territoire. Dans les Hautes-Alpes, il y a eu une demande dans une vallée sur laquelle il y a une meute bien installée depuis pas mal de temps d'une étude, et les syndicats agricoles ont toujours bloqué en disant c'est de l'argent foutu en l'air que d'étudier le loup. Et donc on n'avance pas toujours. Moi je suis pour avancer justement, mais pour avancer il faut sortir des postures. Et quand je parle de ce côté détresse ou de ce côté relativité de la mort, c'est pour essayer de mettre les choses à plat et de prendre le loup tel qu'il est. C'est pas pour le diable, c'est juste un loup. C'était tout. C'est pas du tout que je doute de la sincérité des gens et des détresses qu'ils peuvent subir quand ils ont un problème. Ce que je disais d'ailleurs justement tout à l'heure, c'est qu'il y a 200 brebis tuées par l'orage, la détresse est là, mais il n'y a aucun média là pour le relayer. Et là, il y a une instrumentalisation de mon avis qui fait qu'on n'avance pas. Alors que si on respecte les éleveurs, eh bien, on parle de façon honnête des problèmes, des emmerdements, comme on dit, et des soucis pour essayer d'y remédier. Et ça commence à s'appeler du respect. Alors que pleurnicher devant des éleveurs en disant les pauvres, ils sont en détresse, voilà, ou de dire, pour moi, c'est de la posture. C'est juste ça. Mais il y a vraiment un respect des gens. J'en ai dans ma famille, on en discute, je disais au bistrot tous les matins. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut quand même appeler un chat. Et pour moi, la détresse qui vit aujourd'hui, alors je ne vais pas faire de la démagogie, mais aujourd'hui, dans les Hautes-Alpes, on a des migrants qui passent au col de l'Échelle, là, en t-shirt depuis 2 mois. Ben là, on peut parler de détresse. Des gamins de 18 balais avec des gelures aux pieds, etc. Donc c'est là, et je crois qu'il y a un moment, il faut se calmer, quoi. Et dire que le loup est effectivement un problème, mais c'est un problème parmi d'autres problèmes. On ne parle jamais du Rainbow Warrior, de la viande de Nouvelle-Zélande qui est arrivée, parce qu'elle n'est plus taxée, parce qu'il a fallu racheter la mort d'un photographe en Nouvelle-Zélande. Qui est-ce qui subit de plein fouet la chute des cours? C'est les éleveurs. Et on vient de parler que du loup. Donc oui, on a le droit d'être plus déstabilisé par le loup, mais pour moi, c'est le diaboliser et c'est tronquer le débat. Je crois qu'il faut ouvrir et se respecter. Alors pour
pour sortir des postures et avancer sur le constat, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est comment va le loup aujourd'hui en France, la population de loups. Est-ce que voilà, et je vous demanderai votre avis aussi pour vous, histoire de ne pas rester que sur le sort des éleveurs. Il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés qui appellent une réponse de Claude. Mais, sur ta question, comment va le loup? Ce qu'on a écrit prudemment dans la note, c'est que le loup se porte plutôt bien, avec une population qui est en croissance, et sur les derniers mois écoulés, une croissance très marquée, avec une dynamique qui reste incertaine, parce que on a du mal, et on parlera sans doute tout à l'heure de l'expertise scientifique collective qui a été conduite par le Muséum d'histoire naturelle et l'ONCFS, enfin, dirigée par, et qui a réuni, on peut le dire, les meilleurs, les plus pointus spécialistes du loup en France, et qui est arrivé au constat que on a du mal à anticiper les évolutions à venir, le modèle qui est le bon à appliquer. Et donc, le modèle de développement de la population. Ouais. Et donc une dynamique, une population qui va bien, mais qui est en croissance, qui à la fois territorialement, démographiquement, etc., mais une dynamique qui reste fragile. Est-ce qu'on a un consensus sur cet avis-là, que le loup va plutôt bien? On met des guillemets ou on met pas de guillemets, mais non, ça prête. Si gêné. Moi, je voulais juste, Jean-Jacques, que peut-être tu nous dises que le loup, c'est pas spécifiquement français, c'est-à-dire que il va plutôt bien en France, mais de toute façon, il y a des loups en Italie, il y en a en Espagne. C'est un phénomène européen, donc on nous parle du loup allemand qui serait beaucoup plus redoutable que le loup espagnol. Donc en tout cas, je pense qu'il ne faut pas voir les choses aussi avec la frontière française. Enfin, il y a quelque chose sur la mobilité du loup sur lequel on pourrait sans doute faire un constat. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi que tu rebondisses sur ce que tu nous as dit, sur l'absence de connaissances sur l'éthologie du loup et l'espèce de segmentation. Ça, c'est aussi un constat, c'est-à-dire qu'on parle de la responsabilité des défenseurs du loup, on parle des éleveurs, mais quelle est la responsabilité des politiques, des pouvoirs publics, de ceux qui discutent avec les syndicats? Comment est-ce que aussi on peut faire son devoir, si je puis dire, en termes de recherche et puis en termes d'organisation d'un dialogue ou des connaissances minimales par rapport à ce que disait Raphaël Larère sur le fait que c'est une coexistence qui ne sera jamais pacifique? Avant que tu réagisses peut-être, est-ce qu'il y a d'autres avis sur les connaissances sur le loup ou sur le... Il y a des données qui nous manquent, c'est notamment le taux de braconnage sur le loup. Donc on sait tous les ans qu'il y a X loups qui sont tués de façon autorisée entre guillemets par l'État ou par les agents de l'État. Là on est à 34 sur l'année 2017. Mais il y a des chiffres de braconnage sûrement importants sur lesquels on n'a aucune donnée. Donc il faut être très prudent sur effectivement l'évolution de la population de loups en France, je pense. Alors, j'ai le micro, donc je vais prendre les points qui me sont adressés, puis passer la parole à Claude pour les points qui lui étaient adressés. Le braconnage, bien sûr, et par définition, c'est comme les sans-papiers, comme on les compte, ils n'ont pas de papier. Donc voilà, les braconniers ne vont pas lever le doigt en disant celui-là je l'ai vu. Donc c'est un peu la zone grise ou noire, ça c'est clair. Sur la question du loup qui s'obstine à ignorer les frontières, effectivement, ça c'est les deux populations de loups, la population italienne et la population nordique, ne s'arrêtent pas aux frontières. Mais la gestion, oui, parce que les conventions internationales qui protègent le loup à l'échelle européenne renvoient aux États la responsabilité de gérer chacun sur son territoire. Ce qui est dommage, et c'est un point, c'est un petit regret que j'ai sur la note, on ne l'a pas assez développé, le caractère transfrontalier de la question et donc des réponses à apporter est un élément important. Sachant que aujourd'hui on manque, et ça rejoint l'autre point que tu évoquais sur le manque de connaissances, on manque de savoir, on a perdu sûrement des savoir-faire
dans le comportement face au loup. On manque de connaissances, mais si on met bout à bout la réalité vécue en Espagne, en Italie, en France, dans les pays nordiques, etc., on doit pouvoir commencer à apprendre des choses, sans doute, sachant que les contextes culturels, biogéographiques et législatifs, réglementaires sont différents. On a des variables dont on peut mesurer, dont on peut constater les évolutions d'un état à l'autre. On a différents terrains laboratoires, on va dire, sachant qu'il y a un mythe qui, à mon avis, doit être dégonflé, c'est l'idée qu'ailleurs ça se passe bien. Je ne pense pas que ça se passe bien ailleurs. Ça se passe pas bien en Italie, c'est pas vrai. En Italie, on manque encore plus de connaissances qu'en France, y compris bêtement sur la démographie. Les reportages un peu iréniques qu'on peut voir ici ou là sur ces merveilleux en Italie, etc., si on gratte un peu, ça ne tient pas tellement la route, au-delà peut-être de l'anecdotique. Ça se passe, c'est compliqué partout. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait quelque part sur la planète un endroit connu où les choses sont simples. Voilà. Et puis alors il y avait des points qui t'étaient adressés. Oui, il faudra me souffler, oui. Non, il y a des mesures de protection. Ouais. Sur les mesures de protection, je veux dire, c'est une obligation déjà. Bon. Par contre, on pourra parler sur les zones difficilement protégeables qui étaient dans l'ancien plan, qui revient dans le nouveau, mais on ne sait pas trop sur quels critères. Sur les mesures de protection, après, soit on fait un procès d'attention aux éleveurs en disant qu'ils ne les mettent pas en place ou pas comme il faut. Ça, c'est une position, c'est une posture. Soit on admet que la plupart des éleveurs font bien leur travail et mettent en place les mesures de protection qui sont proposées donc, par le plan loup. On pourra parler des chiens de protection un peu tout à l'heure, mais notamment les filets, etc. Pour nous, elles sont d'une efficacité à court, moyen terme. À long terme, on est tous d'accord que le loup est très intelligent, c'est-à-dire que le loup, il observe et il contourne et il s'adapte. Il s'adapte aux chiens de protection et il s'adapte aussi aux clôtures, même électrifiées. Voilà, ça c'est une de nos positions. Et on reviendra un peu sur, c'est une proposition de la note aussi. Pour nous, une mesure de protection, c'est le tir défense simple. C'est-à-dire autoriser aux éleveurs de pouvoir défendre son troupeau, où qu'il soit sur le territoire, dès la première attaque. Je veux dire, ça c'est une mesure de protection parce qu'on c'est aussi repris dans la note, et je n'ai pas participé, une sorte d'éducation du loup. Alors les spécialistes du loup, il faut nous le dire. Est-ce qu'on réussit à éduquer le loup aux mesures de protection? Est-ce qu'on peut réussir à éduquer le loup par des tirs de défense simples, pas forcément létales, je veux dire, de donner la possibilité aux éleveurs de défendre son troupeau, son métier, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire l'énumération que j'ai faite tout à l'heure, mais est-ce que le tir de défense simple ne peut pas être une mesure de protection sans condition, parce qu'il ne faut pas mettre un cahier des charges qui n'est pas possible. Voilà. Je me rappelle pas sur l'insincérité des éleveurs. Je crois qu'il y a peut-être. Sont sincères. Voilà. Et je crois qu'il y a déjà un peu. Je veux dire, moi je me pose pas la question de votre sincérité à vous. Dans le groupe national loup, qui n'en est pas un entre nous, c'est des groupes de travail et de réflexion ou d'information, etc. Le groupe national loup, depuis que j'ai le dossier prédation, j'ai dû en faire un, présidé par un politique avec une composition bien structurée et comment dire. Égal, avec une équité, voilà, c'est le mot que je cherchais, avec une équité, j'en ai fait qu'un depuis que j'ai le dossier. Mais bon, peu importe. Mais la sincérité, je veux dire, quand on est en groupe de travail, enfin bon, et j'en croise quelques-uns, on se tape pas dessus. Je veux dire, il y a des positions, bien sûr, il y a des postures, parce que pour le moment, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Enfin, excusez-moi.
mais on est obligé d'avoir chacun nos postures, mais je veux dire, les débats sont pas, on ne se lance pas les chaises, hein. Voilà, on a nos convictions, on a nos positions, voilà, je veux dire, même tout le monde, même au niveau politique, ils ont leurs convictions, etc. La vidéo de notre ministre de la Transition écologiste, il a dit des choses sur sa vidéo, et c'est marqué non négociable. C'est lui qui le dit. Voilà. Donc il y a bien des postures professionnelles, il y a des postures de la part des associations, il y a des postures politiques, etc. Mais je veux dire, ça fait partie du jeu. Hein. Enfin, voilà. Chacun son rôle. Alors, ce que je vous propose, parce que ça a déjà commencé à être évoqué, c'est peut-être progressivement de passer justement à comment on trouve un terrain d'entente pour essayer de refonder un peu ce débat sur le loup. On va parler des tirs dans les propositions, mais avant, moi j'avais envie de demander à Jean-Jacques Fresco peut-être de le dire justement pour poser les bases d'une nouvelle doctrine de gestion de la présence du loup. Quelle serait la priorité? Par quoi faudrait commencer pour repartir sur des bonnes bases? Alors ça, je refuse de répondre sur la priorité parce qu'on a 3 priorités. Donc on a déterminé et je ne veux pas classifier et mettre un ordre de priorité parmi les priorités. Pour nous, elles sont au même rang. Donc 3 priorités. Ouais. Alors, ces priorités, ce que je voudrais dire quand même, c'est une réaction par rapport, pour faire la transition, avec ce qu'on vient d'être dit sur les postures. Une des caractéristiques de ce groupe et de la note qu'il a pu produire, c'est que on s'est dit, on va voir si on arrive à mettre des choses sur la table et en échangeant hors de toute posture, parce que personne ne nous attend, personne ne nous a mandaté. Si jamais on se plante, si on n'y arrive pas, personne ne le saura. Voilà. Et donc, c'est peut-être les bonnes conditions pour essayer de mettre sans pression les choses sur la table et de voir si on trouve des points de convergence, comme tu le disais, ou en tout cas un corpus de propositions qui fasse que personne n'est complètement à l'aise, mais tout le monde s'y retrouve, et qui permet de faire baisser la pression sur ce dossier. Alors justement, quelle architecture de proposition on peut faire pour qu'il y ait un équilibre et que tout le monde s'y retrouve? Sachant, alors j'y viens tout de suite, mais sachant que l'objectif qui a été partagé, c'est de dire il faut à la fois tendre vers un objectif de zéro prédation, mais effectivement, on ne dit pas que demain il y aura zéro prédation, on dit il faut tendre vers un objectif de zéro prédation, et il faut garantir la pérennité de la présence d'une population de loups en France qui soit en croissance, fût-elle une croissance lente, mais qui soit en croissance et qui en tout cas ne baisse pas. Voilà, en termes démographiques. Hein. Ça c'est l'objectif qui a été posé, écrit à plusieurs reprises dans la note. Pour ça on dit, il y a donc 3 blocs de réponses. 1, il faut que les informations soient partagées et qu'on puisse se parler sur la base d'informations auxquelles tout le monde croit, auxquelles tout le monde adhère, et pas sur la base de récits qu'on s'envoie à la figure, de vérités alternatives, chacun la sienne et courage. C'est parce que là-dessus, on ne peut rien bâtir. Et donc on propose la création d'un, qu'on appelle un décodex du loup, c'est-à-dire un média, un lieu d'émission d'information, donc un média dont le pilotage éditorial soit partagé entre les associations de défense du loup et les représentants des éleveurs, hein, et qui, donc un comité éditorial bipartite, et devant lequel est responsable une équipe de journalistes et qui fait un travail de journaliste, d'investigation, de recoupement sur tel ou tel point. On pourrait parler de la question des hybrides, de la question des réintroductions, de la question des origines génétiques de telle ou telle population de loups, etc., etc. Sur toutes ces questions sur lesquelles on s'envoie des vérités alternatives à la figure, eh bien, un travail de recoupement, vérification, et puis c'est quoi un média de journaliste aujourd'hui? Quand il est bien fait, c'est un tiers certificateur de l'information, y compris par rapport à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, etc. Bon, premier point, donc
un décodex du loup pour assurer la transparence et le partage de l'information. Deuxième point, on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, investir dans la recherche, en éthologie, sur les interactions, sur l'interface. J'allais dire, on a écrit, nous, interface loup-troupeau. On pourrait élargir à une troisième population, c'est loup-homme-troupeau. Voilà. Et pardon. Et autres, voilà. Et on parlait du proie prédateur qui ne portait que sur des proies sauvages. Mais effectivement, là, il y a un champ de recherche. Voilà. Troisièmement, on dit qu'il y a de la recherche appliquée à faire sur à la fois les moyens non létaux de réponse aux attaques. Parce que jusqu'ici, peut-être parce que les recherches sont portées par l'ONCFS, qui a une culture synégétique. Pour l'instant, on n'est pas au point sur les moyens non létaux de réponse aux attaques. Et l'autre point, c'est renforcer, mener des recherches appliquées sur le renforcement de l'efficacité de certains moyens de protection, notamment les chiens, parce qu'on a évoqué la question de la qualité des choix qui ont été faits, des bergers des Pyrénées, des patous, etc., qui ne sont pas forcément les choix les plus judicieux, et en tout cas, et sur la question de l'identification des lignées de chiens efficaces, la question du rapport aussi homme, loup, mouton, chien, de la qualité du dressage, etc. Là-dessus, on est un peu balbutiant et un peu dans le noir. Et le troisième point, c'est de dire, et ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises, un éleveur dont le troupeau est attaqué sous ses yeux doit pouvoir répondre sans condition. Et aujourd'hui, sûrement faute de mieux, mais doit pouvoir répondre par un tir de défense sans condition préalable. Voilà. Alors, avec un certain nombre de précautions, dans le cadre d'une supervision à l'échelle nationale et avec un plafond de prélèvements qui garantissent que tous ces prélèvements mis bout à bout, tous ces tirs de défense mis bout à bout, dans le cas où ils sont létaux, puissent garantir malgré tout la pérennité d'une espèce en croissance, fût-elle lente. Et pour ça, on propose, et là je pense que ce sera l'objet de discussion, mais évidemment, un plafond qui soit fixé, qui ne soit pas négocié numériquement chaque année, 36, non 38, ah ben plutôt 40, ah ben non c'est trop, enfin voilà, pas une négociation, mais qui soit un pourcentage de la population de loups constaté, adulte constaté, et qui soit un pourcentage, et je dis bien que c'est un plafond et pas un quota, de 20% de prélèvement, sachant que la contrepartie, si j'ose dire, de cette possibilité de défense, de tir de défense sans condition, c'est l'abandon, hors circonstances extrêmement exceptionnelles, mais c'est l'abandon des tirs de prélèvement. Alors les tirs de prélèvement, c'est des tirs en battu, hein, c'est pas on tire le loup quand on le voit et il est en train de bouffer les brebis, on organise des battus et on le tire. Et là, je crois qu'on est à peu près unanime à dire que non seulement ça sert à rien, au mieux, mais au pire c'est contre-productif parce que quand on en tire un, c'est pas le bon. Et que, ça c'est j'allais dire au moins pire, et au plus pire, on va désorganiser la meute et on va disperser les individus, voire générer plus de prédation que si on s'abstenait de faire ces tirs-là. Donc on propose dans la note le tir de défense simple, sans condition, considéré comme un moyen de protection, comme les chiens et les clôtures, etc., et plus de tirs de prélèvement et a fortiori renforcé. Donc 3 piliers, hein, lutter contre les fake news, travailler sur les connaissances à la fois en éthologie et aussi de manière plus appliquée, et rebaser une doctrine sur la base de tirs de défense simples, selon les modalités que tu lui as décrites, mais par contre arrêter les tirs de prélèvement, si je résume. Est-ce que nos grands témoins veulent réagir? Est-ce que ça vous semble un
un ensemble à peu près cohérent qui permette que tout le monde s'y retrouve vu du terrain? Moi, je trouve que pour une fois, là, on lit quelque chose de... Moi, j'ai lu ça dans le train ce matin. On arrive à quelque chose de rationnel, d'intelligent, d'ouvert. Et je trouve que cette note, j'espère en tout cas qu'elle aura un bel avenir devant elle. Claude, je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, le but évidemment étant d'avoir le moins d'attaques possible, même s'il y en aura toujours. Mais je trouve qu'il y a une ouverture. On est dans cet esprit justement où on se rend compte que les battues, comme ça se passe au sanglier, où on tire des loups, parce qu'il y a un côté, voilà, ne servent strictement à rien. Donc je trouve qu'il y a eu un énorme travail avec une belle analyse, et pour moi je trouve qu'on va vers des choses constructives. Est-ce que les politiques, est-ce que les syndicats, est-ce que les associations seront d'accord? On verra. Mais en tout cas, moi j'ai été vraiment bluffé par le travail que vous avez fait. Et pour une fois, on appelle un chat un chat. Et voilà, et on sort des postures. Bon, un premier bon point. Claude Font, alors du coup, vu des éleveurs, est-ce que c'est de nature à faciliter l'acceptation de la croissance de la population, qui est l'objectif quand même de la note? Alors, moi aussi, je salue le travail qui a été fait. Je dis, je n'ai pas participé à la note, mais je salue le travail qui a été fait. J'ai lu très attentivement plusieurs fois la note. Je la trouve objective, très structurée, etc., avec des propositions très concrètes. Alors, sur les propositions, nous, notre objectif, alors, je ne vais pas parler au nom de tous les syndicats agricoles, enfin, je suis désolé, je suis de la Fédération nationale ovine, et voilà. Notre objectif, c'est la baisse de la pression de prédation. Voilà. Le loup, à la limite, le loup, s'il ne s'attaque pas au troupeau, je veux dire, ça nous bat. On est bien dans la baisse de pression de la prédation. Après, il faudra qu'on m'explique le loup. Enfin, moi, si j'étais loup, je vois une brebis quand il fait 30 degrés en plein alpage qui est couchée, parce qu'en pleine chaleur, la brebis ne mange pas. Je préférerais manger une brebis que d'aller courir derrière un cerf ou un chevreuil. Ça, je veux dire, donc, et ce, malgré des mesures de protection. Ça, c'est un fait. Donc, voilà, ça, il faudra essayer de trouver une solution par rapport à ça. La suppression des tirs de prélèvement, puisque c'est là où, à la limite, on peut être, enfin, ça peut être discuté. Déjà dans la proposition du nouveau plan, les tirs de prélèvement sont réduits de septembre à décembre. Ça, c'est la proposition des ministères. Voilà. Avec une possibilité d'interdiction des prélèvements en fonction du nombre de loups déjà prélevés, etc. Et c'est vrai que dans la réalité, alors ça, même nous, au niveau des responsables professionnels, on a du mal à l'expliquer, enfin, à avoir le consensus au niveau des éleveurs, mais c'est vrai que quand vous regardez l'analyse des prélèvements, ils sont faits essentiellement par des tirs de défense et essentiellement par des tirs de défense renforcés. C'est-à-dire qu'on est à proximité du troupeau, on est bien dans un acte de défense du troupeau. Là, on peut être d'accord là-dessus. Le tir de prélèvement, ce qui est gênant, c'est qu'il n'est pas forcément avec la présence du troupeau, c'est-à-dire qu'on va chercher le loup pour l'abattre. On n'est plus dans notre objectif de défense du troupeau. Ça, voilà. On peut être, l'éducation du loup, non, on n'y est même pas. Enfin, je ne veux pas jouer tous les rôles, mais je veux dire, on n'y est même pas, puisqu'il n'y a pas de présence du troupeau, pas forcément présence du troupeau. Donc le loup, on va le chercher, on le prélève parce qu'il est loup, parce qu'il est là. Je veux dire, on n'est même pas dans l'éducation du loup. Moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'on n'est plus en présence du troupeau. Donc à la limite, on peut le comprendre, mais c'est très difficile de le faire comprendre aux éleveurs. C'est pour ça que je ne signe pas en bas à droite. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais il y a un travail à faire au niveau des éleveurs qui est... Pour qu'ils s'approprient... Voilà, qui s'approprient le truc. Mais après, le taux de prélèvement à 20%, d'adulte, je veux dire, on peut être
Oui, adulte, hein, c'était bien ce qui était marqué. Hein. On peut être d'accord. On est bien dans un objectif de défense du troupeau. Et les tirs de prélèvement, nous, c'était plus une régulation. Alors, je pense qu'il faut les conserver par rapport à l'effectif de loups. Mais je veux dire, on est bien dans un objectif de régulation. On n'est plus dans un objectif de défense du troupeau. Donc là, on est d'accord. Et ce qui est assez marrant, c'est que on est quand même dans une culture qui est cette culture du chiffre et de savoir comment on régule. Et pour revenir à la Mongolie, justement, alors attention, c'est pas le paradis, hein, mais en Mongolie, les mecs, dès le départ, donc ils ont le droit de tirer sur des loups qui attaquent, donc ils défendent leur troupeau immédiatement, ce qui est quelque chose de logique et de normal, ce que vous préconisez, et qui aurait dû être fait dès le début d'ailleurs. Ça aurait évité de mépriser finalement les éleveurs et les bergers surtout, en prenant les décisions à leur place, et je crois que beaucoup de frustration est venue de là. C'est-à-dire d'avoir pris des décisions, d'avoir tergiversé pour des autorisations, etc. Et après, tout ça pour finir par faire tirer des chasseurs quand ils sont battus à sanglier et qui tuent des loups qui n'ont peut-être jamais vu une brebis. Donc là, une fois de plus, on est dans la politique, la posture, et on n'est pas dans le concret, dans le pragmatisme. Et pour revenir aux Mongols, ben, ils ne comptent pas le nombre de loups. C'est leur position par rapport aux loups qui fait que les loups se méfient. Parce qu'il y a un truc qui est biologique quand même chez les prédateurs, c'est qu'ils se mettent rarement en danger. Moi j'ai vachement travaillé avec l'aigle royal. L'aigle royal est capable de tuer un chevreuil. Il y a des aiguilliers qui dressent les aigles et qui tuent des chevreuils avec des aigles royaux. Tu peux voir ça sur internet. Et tu verras jamais un aigle royal dans la nature tuer un chevreuil. Parce qu'il se met en danger. Et le jour où on arrivera à faire que les loups, dans l'équilibre risque-bénéfice, prennent plus de risques et se mettent en danger en allant sur le troupeau, on aura eu une sacrée victoire. Et là, c'est du pragmatisme et du pratique. Parce que là, je voulais soulever une autre question, j'en profite. Quand on parle des fantasmes, c'est combien de brebis sont tuées chaque année dans les Pyrénées par les ours? Est-ce que vous avez le chiffre? Vous avez le chiffre? C'est très peu. Cette année, il y a eu un dérochement où il y a eu 200. Voilà. Donc il y a très peu de brebis. Je viens pour essayer de faire évoluer ce maudit débat. Dans les Pyrénées, donc il y a peu de brebis tuées par en tout cas par les ours, donc en tout cas beaucoup moins que les brebis tuées par les loups dans les Alpes, où on n'est pas loin de 10 000, où on les dépasse. Et l'hystérisation dans les Pyrénées par rapport à l'ours est exactement la même que celle par rapport au loup dans les Alpes. Donc ça montre bien qu'il y a un côté culturel. Alors vous le disiez, monsieur, la mort d'une brebis n'a pas le même poids selon qu'il s'agit d'un accident d'un chien ou d'un loup. Mais en tout cas, pour l'ours, c'est le plus cher payé. C'est-à-dire que la mort des brebis par les ours crée une véritable tension qui est la même que dans les Alpes, alors que pragmatiquement, mathématiquement, c'est en général 4 à 600 brebis tuées par an, par rapport aux 10 000 des Alpes. Et c'est là qu'on est en droit de se questionner du rapport, justement, aux prédateurs et à la réaction qu'on en a, pour essayer d'être le plus efficace possible. Efficace. Et rationnel. Mais voilà, plus rationnel. Moi, je tenais quand même à mettre ce petit point parce que c'est une réalité. Et donc, on voit bien que la culture joue un rôle incroyable sur la réaction et le côté fantasmatique. Alors, on l'a vu, la note propose un ensemble de mesures pour essayer d'aborder de façon un peu complète et rationnelle. Est-ce que vous avez des réactions sur ces mesures? Est-ce qu'il vous semble qu'il en manque? Je vois le main qui se lève là-bas. Oui, bonjour, je voudrais revenir à la priorité en fait numéro 1 sur la vérité. D'abord une petite réflexion, vous dites quand le loup est face à un chevreuil ou une brebis, il va attaquer la brebis. Si la brebis est entourée de chiens, je ne suis pas sûr. Ça dépend si elle se balade dans les bois toute seule, oui. Voilà, il y a une petite nuance à porter. Maintenant sur la vérité. Vous avez dit au début du débat, on ne va pas rentrer dans des polémiques sur le retour du loup. Il n'y a pas de polémique. Le loup est revenu naturellement et j'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans votre tête parce qu'il n'y a pas de polémique là-dessus. On sait bien maintenant que le loup est revenu tout seul, il a besoin de personne.
Voilà, c'est juste une petite réflexion. Et une autre, c'est pour mettre tout à plat, justement. Parce qu'on parle toujours, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac et tous les bergers dans le même sac, rassurez-vous. Mais nous, à l'ASPAS, on a filmé sur le terrain, parce qu'on est sur le terrain, on a filmé 10 troupeaux de brebis en zone à loup. Là où il y avait des tirs qui étaient organisés parce qu'il y avait eu des attaques. Sur ces 10 troupeaux, il y avait des clôtures qui étaient hautes comme le genou, c'est-à-dire qu'un teckel peut passer par-dessus. Il n'y avait pas de chiens, il n'y avait pas de bergers. Ça s'appelle des appâts à loups. Donc ça serait bien aussi qu'on parle de tout le monde, c'est-à-dire ceux qui font leur boulot et ceux qui ne le font pas. Parce que les bergers, aujourd'hui, et les éleveurs, c'est un peu une profession intouchable. Ce que je vous dis là, et ce qu'on sait, nous, sur le terrain, jamais j'oserais le dire sur un débat télé, parce que je donnerais l'impression d'attaquer la profession, et ça se fait pas. Mais pourtant, il y a des choses qui se font dans les deux sens. Il y a d'excellents éleveurs, et j'en doute pas, mais il y en a aussi qui jouent vraiment pas le jeu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres avis? On va en prendre 2-3 peut-être avant de faire réagir le panel. Je vais répondre tout de suite. Enfin, répondre, je ne sais pas si j'ai une réponse. Oui, il y a des éleveurs qui font bien leur travail. Je voulais juste compléter en fait. C'est sur le même sujet, donc comme ça vous ferez une réponse globale. Le nouveau plan loup prévoit une conditionnalité de l'indemnisation à la mise en place de ces mesures de protection. Donc justement, pour compléter ce qu'a dit Marc Giraud, que pensez-vous de cette mesure? Alors, pour être tout à fait direct, on est contre la conditionnalité de ces aides. Et pourquoi? Parce que c'est pas. Alors, on nous met en avant que c'est une mise en conformité avec les lignes directrices agricoles demandées par l'Union européenne. Et pour nous, on a fait une analyse juridique là-dessus. On a écrit aux deux ministères et notamment au ministère de la Transition écologique, qui nous a pas répondu d'ailleurs. Mais pour nous, c'est pas une aide directe. C'est une compensation à un dommage subi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une aide qui ne concurrence aucun autre éleveur. Parce que celui qui veut cette aide, il faut qu'il prenne la prédation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, la prédation pour les éleveurs, c'est la double, voire la triple peine. Il subit la prédation, il doit mettre en place des mesures de protection, il doit les financer et faire l'avance de trésorerie, etc. Donc, je veux dire, à quelle profession on demande de faire des choses pareilles? Et à quelle profession on demande de faire des choses pareilles? Travailler plus, financer et subir un dommage que l'éleveur n'a pas voulu. Donc, c'est aucunement concurrentiel avec des aides. Pour nous, ce n'est pas une aide directe. Alors, il y a une analyse juridique qui a été faite. On attend le retour du ministère de l'écologie qui ne vient pas et qui, à mon avis, ne viendra pas. Mais en attendant, c'est non négociable de la part du ministère de la Transition écologiste, il l'a dit. Et voilà. Donc, après, sur les mesures de protection, c'est un contrat. Il y a des contrôles. Voilà. Et oui, non, mais... oui, il y a des contrôles. Si vous saviez le nombre de points de contrôle, alors même en dehors de la prédation, que subit les élevages entre l'identification, les déclarations de mouvement, etc., la conditionnalité des aides, je veux dire, c'est impressionnant. Il faudrait que je vous invite un jour pour voir tous les différents points de contrôle que peut subir les éleveurs et qui peuvent enclencher, puisque c'est des aides notamment de la PAC, des pénalités au niveau de la PAC. Je veux dire, on ne fait pas les choses. Alors bien sûr, il y a des fois, il y a des éleveurs qui le font moins bien. Mais je ne suis pas sûr que les mesures de protection, quand ça monte comme ça, qu'il faut les déplacer tous les jours, et qu'on peut comprendre aussi qu'un éleveur qui couche dehors avec ses brebis au lieu de coucher avec sa femme et dîner avec ses enfants le soir, alors ça peut faire rire beaucoup de gens, ça. Mais les éleveurs, il y a des éleveurs qui couchent dehors pour être là pour défendre les brebis et qui sont pas chez eux le soir. Donc on peut le comprendre qu'un jour, voire deux, voire trois, il en est marre de démonter les filets le matin, les porter sur l'épaule dans les rapailloux comme ça et les poser pour faire un parc de nuit le soir. Ça, on peut le comprendre.
Jean-Jacques Fresco, sûrement vous avez des images, on le sait, vous avez des images. Voilà. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors Jean-Jacques Fresco, peut-être sur le groupe de travail, est-ce qu'il est tombé sur un consensus sur ce sujet-là? Oui, sur la question, sur le point que soulevait Marc Giraud, je pense que c'est pas contestable. Il n'y a pas de raison que dans la population d'éleveurs, il y ait moins de crétins que dans la population lambda. Et donc de gens qui jouent pas le jeu, etc. Statistiquement, il n'y a pas de raison. Mais après, tu avances une information, il faudrait pouvoir la mesurer, la quantifier, etc. pour qu'elle soit, en tout cas, sur la table de façon objectivée, partagée, voilà. Et c'est exactement ce qu'on propose, et je pense que, vu ton métier, tu ne seras pas opposé à ça, d'un traitement journalistique de ce sujet avec, tu dis ça, ok, il y a un média indépendant dont le pilotage éditorial est bipartite, qui va constater, vérifier, recouper, essayer de quantifier, et quand on a des choses intelligentes à dire et recouper et à tester, eh ben on les dit, on les écrit, et à partir de là, on peut discuter sur une base un peu solide. Est-ce que cette proposition d'un média qui vérifierait, qui essaierait d'objectiver des informations, est-ce que c'est quelque chose... alors un média qui serait piloté par toutes les parties prenantes, hein, c'est ça la spécificité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble une bonne idée, crédible, faisable? Derrière vous. Oui, j'étais samedi dernier, j'étais en Vanoise à l'enterrement d'un très bon ami qui a été pris dans l'avalanche, l'éleveur qui a été pris dans l'avalanche à Bonneval. Et il y a eu des témoignages de sa famille et de ses amis, puis il y a eu un témoignage, il était chasseur, il était anti-loup aussi, mais il était chasseur, c'était un bon copain. Et il y a eu un témoignage d'un représentant de la Fédération des chasseurs, enfin, un notable de la chasse, qui a fait un long discours pour expliquer que le loup avait été réintroduit. Donc, dire on est sûr, quand c'est l'ASPA qu'il dit, je pense que ça ne convainc pas tout à fait complètement les chasseurs pour qu'à une cérémonie d'enterrement, on se permette de dire qu'on a vu les loups arriver en bagnole et en hélicoptère. Voilà. Alors, de même, je pense que si les éleveurs veulent que leurs idées soient respectées, il faut qu'elles soient en effet validées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on valide le fait que la plupart des éleveurs appliquent les mesures de protection ou pas. Voilà. Mais donc, je pense que pour répondre à la question, oui, j'étais dans le groupe de travail, donc j'ai aucun mérite à en dire du bien du rapport, mais je pense que cette mesure est absolument indispensable et que c'est très vite fait de dire qu'il n'y a plus de fake news. Est-ce qu'il y a une autre rédaction Moi, je trouve ça fabuleux. Je le dis juste entre deux questions. L'histoire de la fake news, c'est vraiment le nerf de la guerre, surtout avec le loup. On a eu les vipères avant. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rencontré des gens qui avaient vu les vipères lâchées par hélicoptère pour nourrir les aigles. On attend la photo. Et c'est vrai que là, c'est un truc énorme. Et moi, j'ai vu un truc pas plus tard que cet après-midi, en arrivant là, par rapport à ces fake news qui sont vraiment la catastrophe actuelle avec Facebook et compagnie. Il y avait une histoire d'un pilote qui est un héros, qui est un Australien, et qui parlait de Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, on lui a fait parler de Notre-Dame-des-Landes en disant que c'était un non-sens, etc. L'aéroport, en fait, c'était des gens qui étaient contre Notre-Dame-des-Landes, j'en fais partie. Hein. Donc j'ai lu ça avec intérêt. Et ce pilote, qui est un héros, qui parlait de ça. Et je suis allé sur le site de l'eBay. l'eBay, ils ont un site comme ça, qui s'appelle je ne sais pas comment, sur les fake news, des intox. Et je suis allé taper le nom du gars et tout, il y avait la question qui était posée. Et effectivement, on était en pleine manipulation. Et je trouve que les journaux, Le Monde, etc., commencent à jouer là-dessus, à vérifier l'information, en fait. Et alors, le problème, c'est qu'après, il y a toujours la théorie du complot et dire que c'est au-dessus encore que c'est manipulé. Mais je trouve que déjà, ça fait le ménage, c'est pas mal. Et donc, par rapport au loup, ça serait fabuleux de pouvoir avoir des gens un peu sages qui fassent le tri dans tout ça et qui puissent faire qu'on ait des informations un petit peu crédibles, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Sur le loup, c'est le délire total.
professionnel. Alors, est-ce que ça vous... Ça, je sais si on veut, mais professionnel, ça suffit. C'est un métier. Hein. J'ai une réaction. Oui, enfin, il faut espérer que ça peut fonctionner parce que de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le loup est une fabuleuse occasion de rumeur. Hein, et de même que c'est une fabuleuse occasion de se taper sur la gueule entre humains, c'est une fabuleuse occasion de rumeur. Hein. C'est la bête à discorde, il est là, tout le monde s'engueule, c'est très bien. Non, mais c'est vrai. Et c'est là que le loup est un acteur social à part entière. Hein. Quand tu parlais tout à l'heure des interactions loup-homme, chien, etc., il faut prendre le loup non pas comme un acteur social. Hein. Alors, je voulais simplement intervenir sur deux choses. Sur les tirs de défense. Moi, j'ai rien contre, au contraire, hein, contre les tirs de défense. Mais pourquoi ne pas essayer des tirs non létaux? J'ai le souvenir que mon oncle pouvait prémunir son élevage, et il était dans un aérial landais. Donc prévenir des poules du renard, c'était pas facile. Il avait un truc qui était la cartouche à gros sel. Le renard qui avait pris une cartouche à gros sel, il revenait plus, hein, ni ceux qu'il connaissait. Donc, alors la cartouche à gros sel sur le loup, ça risque de pas marcher. Il faudrait être trop proche de lui. Mais pourquoi pas le flashball? Pourquoi pas aussi des seringues hypodermiques? Le loup est endormi. Avant qu'il ne part, on lui flanque une branlée. Et puis hop, il s'en va. Et peut-être parce qu'un loup mort, il n'apprend plus rien. Et il n'apprend pas rien aux autres. Donc voilà, c'est le problème. Hein. Donc c'est un peu l'idée. Et alors sur la question des recherches à faire, je pense qu'il y a quelque chose qui me frappe, qui n'a jamais été fait. On s'intéresse souvent sur la vulnérabilité des troupeaux. Vulnérabilité qui tient au paysage, donc vulnérabilité des unités pastorales, vulnérabilité des systèmes d'élevage. Hein, bon, l'éleveur qui garde en permanence, il craint moins que celui qui a des troupeaux parqués, etc. Donc il y a différentes vulnérabilités. Mais on n'a jamais, dans ces études de vulnérabilité comparées, enquêté auprès d'éleveurs qui n'ont jamais, ou presque jamais, été attaqués. Et moi, je me dis, c'est quelque chose qui manque. Parce que je vois dans le Mercantour, il y a des endroits où les meutes sont là, et il y a des éleveurs, ils sont attaqués une fois, ils ont été attaqués 2-3 fois en 20 ans, et plus depuis. Peut-être où ils ont un truc, et ça n'a jamais été fait. Personne ne s'est intéressé à ceux qui ne sont pas attaqués, alors que ça leur pourrit la vie aussi bien que ceux qui sont attaqués. Hein, ils n'ont pas de perte, mais en même temps, ils sont toujours sur le qui-vive. Donc voilà. Alors, sur ces deux points, alors les moyens de protection non létaux et sur des travaux de recherche pour comprendre pourquoi il y a des troupeaux qui ne se font pas attaquer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions tout au fond sur l'un des deux ou autre chose, hein, on prendra aussi. Oui, je reprends la parole, puis je voulais rebondir un peu aussi. D'abord, je trouve, moi aussi j'ai lu, je ne connais pas techniquement, etc., mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans vos propositions, je trouve c'est l'idée de sortir d'une gestion par la défiance, plutôt vers une gestion par la confiance. Alors confiance dans les sources d'information, confiance aussi dans les éleveurs en disant, bah oui, il faut peut-être les autoriser quand ils voient un loup qui vit, voilà, mais ce qui n'empêche pas des systèmes de régulation, de surveillance, voir combien de loups. En tout cas, je trouve qu'il y a une volonté là de passer plus par la confiance que par la défiance, que je trouve extrêmement positive. Après, encore une fois, sur les questions techniques ou autres, je ne peux pas savoir. Et du coup, j'avais une proposition, mais qui va un peu dans ce sens-là pour le deuxième point qui est sur la recherche. Je trouve c'est assez souvent sur les questions d'environnement, c'est qu'on met beaucoup de paquets ou de recherches pour essayer de comprendre de façon très fine et très subtile comment va se comporter l'ours, des écosystèmes, etc. Et dans son interaction avec les troupeaux et autres. Et
Et je dis pas ça, mon propos est pas anthropocentriste forcené. Hein. C'est bien sur l'interaction. Je prends cette précaution oratoire avant. Je trouve que souvent il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis pour comprendre en fait la diversité des relations que les gens vont avoir au loup et des bergers. Et souvent on parle des éleveurs, et puis souvent ça va être l'homme, et puis alors qu'en fait il y a une complexité qui est la même et une intelligence qui est la même du côté de loup, enfin peut-être pas bref différemment que du côté des éleveurs, etc. Et j'imagine que des attaques, il y a des filières, les filières viande c'est plus compliqué parce que c'est des bêtes voilà, qu'on envoie à Tari ou autre, alors que quand on fait du lait et du fromage, on rassemble les bêtes le soir, donc c'est plus facile pour les protéger. Il y a sûrement, j'imagine, des questions d'âge entre un jeune éleveur qui s'installe et un plus vieux, il y a sûrement des questions différentes d'un territoire à l'autre où c'est plus facile de se défendre et moins facile. Enfin bref, je suis sûr qu'il y a une complexité, il y a sûrement des éleveurs qui ont trouvé des solutions ou des territoires où ça se passe bien mieux qu'ailleurs, et je trouve que dans vous dites de faire des recherches sur l'interaction des loups, comprendre mieux l'éthologie, etc. Je trouve que ça mériterait d'être complété du point de vue de la relation de l'autre côté ou de l'interaction de l'homme avec le loup pour mieux comprendre dans cette diversité. Il y a peut-être des situations où c'est extrêmement difficile, quelle que soit la volonté des éleveurs, d'autres où c'est plus facile, d'autres... Enfin voilà, je me permettais ce complément. Alors est-ce qu'on connaît bien la diversité des conditions d'élevage et des éleveurs Alors plusieurs points. On va commencer par le dernier, puisque ce que vous dites rejoint ce dont parlait Raphaël Larère sur pourquoi certains troupeaux, pourquoi à conditions apparemment équivalentes, hein, certains troupeaux, certains élevages sont attaqués et d'autres ne le sont pas. Ben, tout le monde se pose la question. Et effectivement, c'est une zone, c'est un secteur qu'il faut investiguer. Et c'est ce que le premier qui m'a posé, qui m'a dit on doit se poser cette question-là, c'est le référent loup de l'ONCFS, Éric Marboutin, à qui j'ai dit si vous ne le savez pas, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Et c'est là qu'il m'a dit oui, mais moi c'est pas mon job, il faut demander à l'INRA, parce que c'est un problème de conduite d'élevage, etc., etc. Moi je ne suis pas mandaté pour ça. Donc là ce que vous décrivez là, l'un et l'autre, la diversité des situations et des comportements, des pratiques, etc., celles qui sont vertueuses, productives, voilà, qui fonctionnent, et celles qui fonctionnent moins bien. Pourquoi? C'est effectivement pile poil le trou dans la raquette. C'est là où on dit, c'est dans cette direction qu'il faut faire porter très vite des moyens d'investigation. Voilà. Et la proposition qu'on fait, c'est que ces recherches-là qui doivent faire travailler ensemble plusieurs structures de recherche puissent être coordonnées, par exemple, par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, dont ça peut être une des missions. Sur la question des tirs non létaux, là aussi, on dit il y a urgence à aller chercher, pourquoi pas des flashballs, pourquoi pas, etc. Alors, c'est sûr qu'on devrait s'agréger les compétences des gens dont le métier est de trouver des façons de faire mal aux autres sans les tuer, c'est-à-dire ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre. Voilà. Et effectivement, alors là, avec un problème éthique, alors il y a un problème de distance, effectivement. En France, quand on gère des manifestants, parce que c'est ça dont on parle, loin, on gère des foules, on gère des masses, c'est-à-dire canon à eau, etc., etc. Dans d'autres circonstances et dans d'autres lieux, Irlande du Nord, Palestine, etc., on utilise des balles à caoutchouc durci, etc., etc. Ce qui pose un problème éthique, c'est que un tir non létal, jusqu'à quel point il est non létal? S'il mutile le loup, est-ce qu'il est vraiment non létal parce que le loup ne meurt pas sur place, mais parce que handicapé, membre brisé, etc., etc., il va crever 2 jours plus tard ailleurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut accroître l'effort de recherche dans ce domaine-là, parce que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Le loup, quand il est blessé, on ne va pas le ramasser sur une civière, l'amener à l'hôpital, etc., etc. Ça ne marche pas comme ça. Et puis sur les autres points, je pense que
Claude Font, est-ce que vous avez des informations, vous, savoir pourquoi certains troupeaux ne se font pas attaquer dans certaines zones? Disons qu'un troupeau à un endroit est l'équivalent avec le même berger à un autre endroit. Je veux dire, on a discuté tout à l'heure, tu le diras. C'est-à-dire qu'un éleveur avec le même troupeau peut être attaqué à un endroit et pas à un autre. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans la proposition, et c'est ce qu'on avait fait aussi, c'est sur la vulnérabilité, c'est les fameuses analyses de vulnérabilité qui sont proposées. Elles sont intéressantes à développer, mais elles sont cantonnées, alors je ne sais pas, c'est peut-être un peu technique sans lettres, mais au cercle 1, c'est-à-dire aux zones prédatées. Et pas au cercle 2, c'est-à-dire les zones susceptibles d'être prédatées. Voilà. Je veux dire, ça c'est une incohérence. C'est-à-dire qu'on ne prévient pas la prédation. C'est-à-dire que ce qu'on aurait voulu, c'est que ces analyses de vulnérabilité soient accessibles aux zones proches des zones prédatées, c'est-à-dire des zones de colonisation, pour étudier la topographie, les lieux, le système d'élevage, etc., le système de gardiennage, etc. Donc ça c'est une proposition qu'on a fait et qui n'est pas forcément retenue, qui n'est pas retenue au jour d'aujourd'hui. L'ONCFS et l'INRA qui ont des compétences différentes, on a fait aussi la proposition d'intégrer l'INRA et d'autres scientifiques au groupe national loup. On a fait une proposition écrite, on n'a pas de réponse. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je suis désolé, mais on écrit beaucoup au ministère, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc voilà, donc c'est une proposition, c'est-à-dire que l'ONCFS qui intervient sur la faune sauvage, et ça on peut le comprendre, l'INRA qui intervient plutôt sur les zones d'élevage avec des gens qui sont spécialistes de l'élevage aussi bien au niveau parce qu'on ne conduit pas le même troupeau en alpage, en transhumance ou en zone d'élevage traditionnel. Il y a une fameuse étude de l'Aveyron qui fait je ne sais pas combien de pages et qui dit si on mettait avec des conduites en lot, si on mettait des chiens patous à chaque lot, ils ont multiplié ça par les montants, les clôtures, etc. À mon avis, le contribuable, il en est déjà à 26 millions d'euros. On peut aller voir le ministre Le Maire en disant il faut prévoir pour le budget prédation d'ici la fin du quinquennat un budget multiplié par 2 ou 3. Donc, par la force des choses, il existe des possibilités selon une analyse technico-économique, c'est ce qui est marqué dans la proposition du nouveau plan. Alors pour le moment on ne sait pas ce que c'est, mais on va participer à ces travaux, ça nous intéresse de participer à ça. Des zones difficilement protégeables, qu'est-ce que c'est? Ça existait sur l'ancien plan, ça n'a jamais été mis en avant. Je veux dire, est-ce qu'il y a un statut de zone protégeable? Est-ce que c'est un troupeau? Est-ce que c'est une zone? Et pourquoi le cantonner dans la proposition du nouveau plan dans les zones de colonisation? À mon avis, en cherchant bien, il y a des zones non protégeables ou difficilement protégeables dans les zones historiques de prédation depuis 25 ans. Voilà, donc pourquoi se cantonner là? Nous, on a un objectif d'équité de traitement entre éleveurs et d'équité de traitement sur le territoire. On n'a pas parlé des parcs nationaux, des cœurs de parc. Il est inconcevable qu'un éleveur qui pâture en cœur de parc soit livré à la prédation au nom de quoi? Voilà. Donc l'équité de traitement, ça commence aussi par ça. On a fait une proposition que, je veux dire, ça peut être des agents de l'État, l'ONCFS ou des lieutenants de louveterie qui est chargé de faire la défense du troupeau. Je parle bien de défense, y compris en cœur de parc. Voilà. Voilà. Jean-Michel Bartan, je vous voyais tout à l'heure réagir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Par rapport à ce que disait monsieur, c'est vrai que ça va loin. Et il y a un géographe qui s'appelle Farid Benamou, qui travaille sur les prédateurs actuellement et pas mal sur le loup, qui justement creuse un peu ce côté humain. Et ces travaux sont super intéressants justement quant à la perception de l'animal. Et puis j'avais une anecdote. C'est un berger du Mercantour que j'ai rencontré et qui disait, lui il a pas mal géré le truc avec ses chiens, il a une bonne meute de chiens de protection et tout ça, ça se passe plutôt bien. Et quand il n'est pas là, et qu'il a son aide berger qui vient le remplacer justement quand il va voir madame, et qui va faire un petit tour et qui descend, et bien en fait, il a des attaques. C'est-à-dire que ses chiens sont en confiance avec lui,
et que lorsque les mêmes chiens ils sont là avec quelqu'un d'autre qui connaissent pourtant, mais pas aussi bien que lui, il y a une insécurité par rapport aux chiens qui font moins bien leur boulot et il est attaqué. Donc ça montre, pour aller dans votre sens, à quel point la science est inexacte, pour le coup. Et c'est vraiment complètement bluffant quoi, de voir à quel point tout ça est très délicat. Et c'est pour ça qu'il faut des gens de bonne volonté, des gens qui y croient, pour passer toutes ces barrières. Et que c'est pas dans la posture, justement, qu'on va régler tout ça. Parce qu'il y a de l'humain, il y a de la sensibilité. Et là, pour en terminer là-dessus, j'ai un copain berger qui s'appelle Mathias, et qui n'a jamais eu d'attaque, et c'était un peu Zorro des Alpes, parce qu'il a sa meute de chiens, c'est un mec qui travaille énormément donc, sur les chiens, et il a des matins espagnols, il a des super chiens, et il n'était jamais attaqué. Et là, actuellement, il est à Saint-Vallier, derrière Nice, sur un alpage hivernal, et là, il est attaqué. Donc même Mathias, que j'ai eu au téléphone il y a une semaine pendant 1 heure, est attaqué. Alors, il est dans une zone forestière compliquée. Il n'a jamais la vue en même temps sur tout son troupeau. Et donc là, il est en train de chercher comment trouver d'autres chiens qui soient moins liés à lui. C'est-à-dire que quand le troupeau se sépare, les chiens, en général, les siens restent avec la partie du troupeau qui est avec lui et l'autre est abandonné. Et là, il y a des attaques. Et donc, il est en train d'essayer de comprendre pour trouver des chiens moins sociables envers lui, pour rester avec les brebis qui se séparent. Et en même temps, de négocier avec l'éleveur pour garder moitié moins de brebis, en fait, parce qu'il a trop de brebis, il a 600 brebis sur ce territoire-là, et il a trop de brebis, et donc même Mathias se fait attaquer. Donc c'est pour ça que, voilà, la science est inexacte, tout le monde avance à petits pas, mais à partir du moment où on a affaire à des gens de bonne volonté avec qui on peut discuter, comme avec toi, bon ben ça va quoi. À partir du moment après où on rentre dans des postures de gens hystérisés et qui bloquent tout, voilà, on n'en sort pas. Donc déjà, il y a un travail énorme à faire et d'où l'intérêt de la note, pour détendre tout ça et essayer d'avoir un peu d'honnêteté intellectuelle et de respect. Alors, il y a un point sur lequel personne n'a rebondi, c'est sur le pilotage un peu de la gestion des populations, avec ce chiffre de 20% qui est choisi dans la note. Personne ne réagit. Je pensais que quelqu'un réagirait. Ce chiffre de 20%, moi, me paraît aberrant. Il y a une étude du Muséum récente qui montre qu'au-delà de 10% de prédation, enfin 10% de tir de loup, la population ne peut plus croître et va même décroître. Donc on est largement au-dessus de ce chiffre de 10% et ne peut pas correspondre à une protection de l'espèce en France. De toute manière, ce chiffre de 20% est aberrant. Alors, on va expliquer pourquoi on est arrivé à ce chiffre de 20%. Il est fondé sur l'expertise scientifique collective de l'ONCFS et du Muséum d'histoire naturelle à laquelle vous faites référence. Cette expertise scientifique collective, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, a rassemblé incontestablement les meilleurs spécialistes du loup en France. Donc elle n'est pas en elle-même, elle n'est pas attaquable. Elle dit plusieurs choses. Elle dit des choses très robustes. Et elle dit à plusieurs reprises dans l'étude que tous les modèles connus en France et au-delà, dans le monde, sur la dynamique des populations de loups et sur la démographie des populations de loups établissent qu'une population de loups reste en croissance jusqu'à un taux de mortalité, j'ai bien dit de mortalité, pas de prélèvement, un taux de mortalité de 34%. 34%. Voilà. Ça, c'est, je dirais, ce qui est robuste dans une affirmation des scientifiques qui disent autant qu'une vérité scientifique est une vérité, jusqu'à ce qu'on dise que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça, on peut partager ça. Très bien. Et ils disent, l'expertise paraît en mars 2017, et ils disent, aujourd'hui, on a une dynamique de la population dont on ne sait pas trop s'il s'agit d'une dynamique freinée ou d'une dynamique exponentielle. Dynamique freinée par les tirs
ça signifie une croissance annuelle de 5%. Dynamique exponentielle, ça signifie une croissance de 12%. Et donc, on en tire la conclusion et la recommandation qu'on adresse au pouvoir public, qu'il serait prudent de se cantonner à un taux de prélèvement qui soit compris entre 10 et 12%. Voilà. Ça, c'est en mars 2017. Juillet 2017, on a le décompte effectué par le même ONCFS, donc par certains qui étaient dans l'ESCO, voilà, qui disent qu'on est passé de 280 à 360 loups en un an, entre deux comptages. Et donc on n'est pas entre 5 et 12% de dynamique, que, oui, on est à 23%. Hein, 23% de dynamique de l'espèce. J'en termine. Donc, alors, ce qui signifie, que les meilleurs spécialistes, et personne ne les conteste, sont d'une extrême prudence et même parfois 6 mois après se disent ce qu'on avait écrit prudemment, on avait raison d'être prudent parce que c'est pas ça qu'on constate sur le terrain. En revanche, ils disent effectivement une population de loups reste en croissance jusqu'à un taux de mortalité de 34%. Donc, nous on dit on fait porter un plafond, et vraiment un plafond, pas un quota. C'est pour ça qu'on récuse un peu les tirs de prélèvement, parce que dans le plan loup tel qu'il est, les tirs de prélèvement en fin d'année, ils servent juste à flinguer les loups qu'on n'a pas encore réussi à choper en tir de défense. Ça, vous allez peut-être le contester, mais c'est un peu comme ça que je lis le plan loup. Donc nous on dit c'est bien un plafond, on le fixe à 20% de la population adulte constatée, c'est-à-dire on exclut les naissances. Pourquoi ? Parce qu'on dit que dans une population dynamique, les naissances compensent et au-delà la mortalité naturelle et accidentelle. Et donc en restant à 20% de prélèvement, qui inclut les tirs de défense donc, et le braconnage constaté, mais on ne sait pas faire autrement. Donc on va considérer que le braconnage qu'on ne voit pas, il est dans la mortalité accidentelle. Hein, on va le mettre dans ce... voilà. On est très largement en deçà des 34% qui opèrent une bascule. Hein, voilà. Et donc on dit, c'est pas incohérent avec l'objectif sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, y compris des représentants du monde de l'élevage, voilà, qui est de dire on souhaite, ou on constate le souhait, et on y adhère, ou on l'assume en tout cas, on l'endosse, d'une population de loups qui soit jamais décroissante et qui reste en croissance, même lente, voilà, avec le garde-fou que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, mais qui est de dire si jamais on considère le plafond de 20% est établi pour une période de 3-4 ans, etc. Si jamais pendant cette période, on constate que la population décroît, dans ce cas, on en reparle tout de suite. Voilà. Est-ce que la démonstration convainc ? Non, juste pour préciser, il faut rappeler que les 2 années précédentes, la population de loups était estimée stable, puisqu'avant on était même à 300, elle est redescendue à 280, ce qui montre l'incertitude sur les chiffres. Et donc à chaque fois ce sont des évaluations. Hein, donc n'oublions pas que pendant 2 ans on est resté à un niveau stable autour de 300. Deuxième point, il ne faut pas oublier qu'il y a on estime qu'il y a la moitié des jeunes louveteaux qui meurent avant l'âge d'1 an, donc ils sont inclus dans cette mortalité de 34%, je suppose. Hein. Comme chez beaucoup d'espèces, la moitié des jeunes nés dans l'année ne passent pas l'année suivante. Hein, donc il faut les inclure. Et évidemment, il faut rajouter dessus le braconnage, qui est difficilement mesurable. Mais de mémoire, c'est quelqu'un qui s'appelle Vincent Vignon, vous connaissez peut-être, qui a fait une étude il y a 7-8 ans sur le nombre de loups en France. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces tirs autorisés par le gouvernement, puisqu'on était à 3-4 tirs par an, et qui avait estimé qu'en fonction du taux d'accroissement annuel de la population de loups, il aurait dû à l'époque y avoir déjà 2 fois plus de loups qu'il n'y en avait. Donc ça veut dire qu'il y avait la moitié des loups qui s'étaient évaporés, entre guillemets.
Donc moi je pense qu'avec votre taux de 20%, vous êtes sur un chiffre de loups à abattre qui va inévitablement faire baisser le nombre de loups en France. Avant de répondre, peut-être, parce qu'il nous reste seulement quelques instants. Donc moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que on a parlé de la Convention de Berne tout à l'heure, qui protège donc les espèces, et que par rapport à ces propositions, est-ce que vous avez vérifié en quoi un taux de 20%, par exemple, est compatible avec les obligations internationales de la France, puisque tout à l'heure ça a été dit, en fait on a signé ce texte alors qu'il n'y avait pas de loup en France et sans réserve. Donc est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, pourrait être contesté au regard, parce qu'un taux de 20% semble très élevé par rapport à la protection d'une espèce? Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce sujet-là Les représentants du ministère qui sont là en parleraient mieux que moi, mais la Convention de Berne nous fait obligation de maintenir une situation dans laquelle la population de loups est viable à long terme. Et elle nous demande de n'appliquer que des mesures dérogatoires. C'est la raison pour laquelle les tirs de prélèvement complétant les tirs de défense sont à la limite de la légalité bernoise, parce que là on tire des loups au hasard. C'est la raison pour laquelle le groupe a plutôt conclu qu'on pouvait admettre que lorsqu'un loup attaque un troupeau, il est tiré. C'est le seul cas dans lequel il est tiré, puisque là on a un préjudice direct, immédiat, constaté, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de... alors moi, il y a un truc qui me gêne dans le rapport, c'est que je pense que dire aux gens ça va continuer à croître de manière continue sans fixer une limite à cette croissance, c'est dur à comprendre pour l'ensemble des Français. Donc je pense qu'un jour on sera obligé, mais probablement pas au niveau français, mais au niveau de l'Europe du Sud, on sera obligé de dire Espagne, Italie, France, on estime que quand on en a 500, on peut lâcher la bonde, on négocie avec Berne, on voit quel nouveau statut on accorde aux loups et on considère qu'on a une population stable qui mérite d'être gérée comme n'importe quelle population d'animal sauvage, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette ardente obligation de la maintenir en croissance. Est-ce qu'il y aura une réaction ou même deux, parce que le temps file et on va devoir conclure? Est-ce que, Jean-Jacques Fresco, est-ce que la réponse a été donnée? C'est bon? Oui. Je crois, après, comment dire, ça sera en tout cas ma conclusion. Personne dans ce groupe n'est reparti en disant super, on a la solution, voilà, et personne n'est reparti en disant je suis totalement à l'aise avec la totalité de ce qu'on a écrit. En revanche, on est reparti en disant on a tous défenseurs du loup dont François ou moi faisons partie, représentants de l'élevage, alors Claude Fond n'y était pas, mais il y a des éleveurs dans le groupe, et voilà, on est en se disant on a ensemble élaboré une architecture qui est une contribution qui nous paraît pas complètement aberrante au débat, et on est content d'avoir constaté que, hors de la pression des postures et hors de la pression des résultats à atteindre, on peut se retrouver sur un certain nombre de positions qui font baisser la pression et baisser la conflictualité de ce dossier, parce que moi qui suis un défenseur du loup, ma conviction profonde, c'est que tant qu'on ne fera pas baisser la conflictualité des humains autour de ce dossier, la population de loups sera en danger. Et qu'elle le sera beaucoup moins quand on pourra en parler de façon beaucoup plus apaisée, sereine, et avec ceux qui en sont les premiers protagonistes au quotidien. Merci. Je ne sais pas si vous voulez conclure, mais... Oui. Enfin, moi je veux bien conclure. Donc je redis que j'ai apprécié la note. J'apprécie aussi cet échange, ce débat. Je veux vous redire que les organisateurs professionnels, je veux dire, ont pris leurs responsabilités, c'est-à-dire que des réunions prédation, au-delà de la posture, je veux dire, il y en a et il y en aura encore. C'est impressionnant le nombre de réunions parce qu'il y a des thématiques bien précises. Mais au-delà de la bonne volonté de chacun,
on est quand même dans un cadre politique, on est obligé d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a des arbitrages politiques qui sont faits, qui plaisent à l'un et qui ne plaisent pas forcément à l'autre. Il y en a pour le nouveau plan loup. Nous, on le dénonce chaque fois qu'on le dénonce, mais la profession, au-delà de la Fédération nationale ovine que je représente, c'est-à-dire que toutes les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, elles sont unanimes sur le sujet, elles participent à tous les travaux, elles sont remplies de bonne volonté et elles ont toutes le désir de trouver une solution pour les éleveurs avec un objectif de baisse de la pression de prédation. Et là, c'est vraiment notre objectif. Alors, les dossiers politiques qui concernent l'écologie et l'agriculture, il n'en manque pas au jour d'aujourd'hui. Ouais, ça fait sourire, mais des fois, ça ne fait pas sourire parce que nous, ce que l'on veut, ce que l'on a dit aussi, c'est que l'élevage, sur le dossier de prédation, ne doit pas servir de monnaie d'échange, entre guillemets, politique sur d'autres dossiers. Je veux dire, si on mélange tous les sujets qui concernent l'écologie et l'agriculture, malgré les bonnes volontés de chacun, on n'y arrivera pas. Ne pas mélanger tous les sujets. Jean-Michel Bertrand, je ne sais pas si vous avez un mot rapidement, parce que je vois qu'il est 8h et qu'on va devoir le libérer. Juste pour dire que cette note, pour moi, elle est pleine de bon sens. C'est déjà pas mal. C'est déjà très... Du bon sens. Et ouais, ça donne de l'espoir. Et puis après, on aurait pu parler des prédateurs, mais ce sera une autre fois. Parce que quand on parle de prédateurs et de régulation, ça mérite aussi un autre débat, la régulation des prédateurs. Et ben voilà. Et ça, ce sera un autre débat. En tout cas, moi, j'espère qu'elle ira loin, cette note, qu'elle ira dans les bureaux dorés des ministères et qu'elle fera son bout de chemin. Bravo en tout cas pour le travail. Voilà. Bravo et merci pour l'invitation et merci à vous. En tout cas, pour parler de l'avenir et de la prochaine fois, je laisse la parole pour terminer à Sarah Gros de la Fabrique écologique. Oui, en 2 secondes pour vous laisser partir. Merci déjà d'être venus nombreux. Merci pour les débats. Merci aux grands témoins. Merci pour l'animation. Merci à la recyclerie de nous avoir encore une fois accueillis. Le prochain atelier, ce sera le 6 mars. Ce sera sur la question du gaz dans le mix énergétique. Et puis d'ici là, si vous voulez contribuer à la Fabrique écologique, vous pouvez nous aider en faisant un petit don. Il y a les fiches amis qui vous attendent à la sortie. On vous offre notre livre en échange. Et puis il y a 66% du don qui est déductible de vos impôts. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt.